Ce soir, donc après cette journée bien remplie, elle témoigne de notre intérêt partagé pour la presqu'île de Guérande, plus particulièrement pour le Marais salant. Donc, nous avons appris lors d'une présentation récente à Cap-Atlantique que 85% des élus de notre communauté d'agglomération sont des nouveaux élus. Des nouvelles perspectives alors, des choix politiques locaux et départementaux qui devront se faire jour. Quelles orientations, quels scénarios vont être choisis? Nous souhaitons que cette table ronde éclaire le débat, pose les questions, soit le début d'une coopération éclairée et active entre tous les acteurs. Le choix de Jean-Yves Defay, diplomate reconnu pour son parcours international et ses écrits, s'est imposé pour mener le débat. Je le connais de longue date, puisque sa femme, Marie-Noëlle, a une famille qui était proche de la mienne. L'amitié et la reconnaissance, la confiance de nos deux associations font que tu es ce soir le maître de séance, comme tu l'as été aujourd'hui, et merci beaucoup. Pour les participants de cette table ronde, évidemment, elle est très fournie et nous remercions tous les intervenants. Donc, Monsieur Norbert Samama, qui est donc maire du Pouliguen et vice-président de Cap-Atlantique, tu m'arrêteras si c'est pas ça, hein, chargé du SCOT et aussi du trait de côte avec le CEREMA. On regrette, enfin on excuse Christelle Chassé qui n'a pu rester avec nous et qui est maire d'Herbignac et qui est chargée de les économies primaires, donc de l'agriculture et donc de la vie paludière. Pour la DREAL, nous avons Benoît Scouiban. Pour l'Université de Nantes, les deux conférenciers de ce matin, Mohamed Manahan et puis Marc Robin. Mohamed n'est pas resté, si, il est là, voilà. Et puis, représentant des paludiers, donc nous avons Armel Joriot, c'est peut-être sans... Il n'y a pas de règle, enfin de hiérarchie, je vous ai mis dans l'ordre. Armel Joriot Delbos, vice-président de comment on dit, du Guérandais? Non, de la coopérative. Voilà, les Salines de Guérande. Joseph Lecadre, donc vice-président du syndicat des paludiers. Meredith Ferrard, co-gérante des artisans du sel. Et puis, nous avons la chance aussi d'avoir Yann Henry, qui est président de l'ASA. ASA, c'est l'association syndicale autorisée. C'est le syndicat des digues. Et puis, merci aussi, donc, à la table ronde, les deux présidents des associations organisatrices. Donc, Gilles Renaudot pour l'association 1759 ABC. 1759 ABC, ça veut dire autour de la bataille des cardinaux. C'est comme cela que nous avions commencé à travailler ensemble, dans l'association 1759 ABC. Et puis, Philippe Musset, président de Patrimoine en Presqu'île. Voilà. Merci Catherine. Je vais S'il y a des questions, on les posera plutôt après, parce qu'une table ronde, c'est déjà, surtout avec la brochette qu'il y a là, ça promet de parler beaucoup. Donc, plutôt à la fin, ou pas, on verra selon l'heure à laquelle on sera chassé de ces lieux. Je veux tout de suite passer la parole aux deux ou à l'un des, je ne sais pas, c'est une paire que je ne connais pas très bien, mais qui fonctionne apparemment en binôme, les deux présidents des deux associations qui ont organisé ce colloque, pour les remercier, d'abord les féliciter. Franchement, la tenue, je trouve, comme observateur extérieur et animateur, enfin présentateur, pour l'instant, je n'ai pas été animateur, ça va peut-être venir si personne n'a rien à dire ici. Autrement, je serai modérateur, celui qui calme les énervés. Donc, je vais demander à un des deux, ou aux deux, j'en sais rien, vous vous arrangez, de commencer et de dire pourquoi vous vouliez tant ce colloque, que vous avez remué le ciel et la terre pour le faire. Merci Jean-Yves. Il n'y a pas très longtemps que ce colloque a été imaginé. En fait, il est venu par la poussée de nombreux visiteurs, puisque depuis 2 ans, nous avions mis en circulation une exposition
sur l'évolution du niveau de la mer sur notre territoire. On l'a appelé le littoral dans tous ses états. Malheureusement, avec les conditions 2020-2021, cette exposition n'a pas pu circuler autant de fois et dans un nombre de lieux aussi important qu'on l'avait souhaité. Ceci étant, elle a quand même pu circuler dans plusieurs endroits et nous avons pu l'organiser effectivement en cette période à Guérande. Donc quand nous avons su que nous venions à Guérande, et compte tenu des remarques que nous avions eues de la part de nos visiteurs sur les précédentes expositions, tout le monde était très satisfait de voir l'information que nous donnait, mais notre exposition, elle traitait de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 000 ans? Comment le littoral a évolué sur notre territoire depuis 20 000 ans? Et là, les questions, quand les gens partaient, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On vient ici pour savoir ça, bien sûr, ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc c'est fort de toutes ces questions de ces visiteurs qu'on a décidé d'organiser ce colloque, étant à Guérande, un petit peu au centre de notre presqu'île. On a dit, bon, on présente notre exposition, on présente ce qui s'est fait et on essaie d'organiser avec des spécialistes, avec des gens compétents qui ont la connaissance. On essaie d'organiser un colloque pour essayer de partager leurs informations et leurs visions, ou comment est-ce qu'ils voient les choses évoluer sur notre territoire. Donc c'est dans ce sens que ce colloque a pris le jour. Et pour ce faire, on s'est rapproché avec une autre association du territoire. Dans notre association 1759 ABC, on est 10 personnes. 11 peut-être, mais 10 personnes, 9 personnes qui sont actives pour travailler sur les sujets. Donc c'était assez limité. Et là, on s'est accroché à une autre association qui est beaucoup plus nombreuse que nous. Oh, oui, enfin pour les actifs, c'est 10 comparable. aussi. Hein. Mais donc, c'était ce rapprochement avec une autre association, ça nous a donné un peu plus de force pour pouvoir organiser cette journée. Et quand on voit effectivement ce soir le monde qu'il y a eu tout au long de cette journée, c'est plutôt satisfaisant pour nous de voir l'intérêt qui était suscité par ce sujet. Donc voilà un petit peu pourquoi, Monsieur le Président, nous avions organisé ce colloque aujourd'hui et comment est-ce qu'il est arrivé sur le sol guérandais. Voulez-vous lâcher le feu et poser une question à quelqu'un? Parce que on va ouvrir. Si vous voulez, quand on a travaillé sur le sujet, on a regardé ce qui existait en particulier. Et il y avait bien sûr des études, différentes études qui ont été réalisées. Et parmi l'une d'elles, c'est un diagnostic territorial, donc sur un TRI, comme on l'a vu ce matin, encore un sigle qui veut dire territoire à risque important. Donc ce diagnostic avait été mené sur le territoire de Saint-Nazaire et de la presqu'île guérandaise. Et la version que j'ai retrouvée, moi, c'est une version, la deuxième version, qui date de décembre 2017. Et ce document est particulièrement intéressant, c'est extrêmement détaillé. Il y a vraiment Il parlait à l'Adréal. Il y avait l'Adréal, il y avait Cap-Atlantique, il y avait la Carène, il y avait la région Pays de Loire et le Sépia. C'est ça, je pense, si les personnes qui y étaient peuvent le confirmer. Et alors, je me suis intéressé, bien sûr, à lire ce document, et passionnant, je disais, et je me suis plus particulièrement intéressé aussi aux conclusions. Et les conclusions sont bien résumées, en plus c'est facile à lire et c'est facile à comprendre, si je ne me suis pas trompé. Et là, il y a 29 actions qui ont été listées dans ce diagnostic. Donc je dis, où est-ce qu'on en est de ces 29 actions? Alors quand je les ai regardées, j'ai dit, elles sont regroupées, c'est très bien présenté. Il y a 3 actions qui concernent l'organisation de la gouvernance, 3 actions sur la compréhension des phénomènes d'écoulement, 5 actions pour la prise en compte du risque inondation dans les plans d'urbanisme, 1 action pour la gestion de la digue de l'étier du Pouliguen, 1 action pour la réalisation des travaux indispensables au maintien et au renforcement des digues de protection des marais de Guérande, 1 action pour la définition d'une stratégie locale concernant la gestion du trait de côte et en lutte contre l'érosion, 7 actions pour améliorer la connaissance et la conscience du risque inondation, et 3 actions pour se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale. Et quand je regarde un petit peu tout ça à la fin, je ne vois effectivement que la priorité est donnée à comment affronter la crise, comment gérer la crise, mais se prémunir
contre le risque d'inondation. Je le décèle en partie à travers la gestion de la digue de l'Étier du Pouliguen et en partie à 2 actions de mise en œuvre de la réduction des vulnérabilités face aux risques littoraux. Et bien sûr, celle que j'ai évoquée tout à l'heure aussi, les actions indispensables au maintien et au renforcement des digues de protection des marais salants de Guérande. Donc, quand je regarde ça, on est essentiellement dans de la prévention, pas dans la prévention, de l'information, de la gestion de crise. Mais est-ce qu'on se prépare à empêcher cette crise? Je ne le vois pas. Alors, j'ai peut-être mal compris ces éléments. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui était envisagé dans ce plan pour éviter les inondations? À qui vous adressez-vous exactement en premier? Tous les partenaires qui ont participé à ce dossier. Je pense qu'il y avait l'Adréal. Alors, quelqu'un veut répondre? Parce que si vous ne dites pas à qui vous adressez, je laisse... Peut-être que nos universitaires peuvent aussi... Allez, là, non, vous en avez un. Après, vous n'y couperez pas. Donc oui, peut-être pour poser le cadre, je travaille à la DREAL Pays de la Loire. DREAL, encore un acronyme. C'est la... Non, c'est pas la DDTM. Donc c'est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Donc c'est un service déconcentré de l'État qui dépend du ministère de la Transition écologique et qui a pour vocation d'appliquer les politiques publiques du ministère de la Transition écologique à l'échelle régionale. Donc pour ma part, je m'occupe des risques naturels sur le littoral, donc à l'échelle des Pays de la Loire, et donc je travaille en concertation avec des collègues de différentes structures et différentes échelles. Et effectivement, derrière tout ce foisonnement finalement de sigles et d'outils, il faut voir que derrière, ce sont des outils qui ont été construits au fil de temps avec des méthodes qui se sont enrichies. Et vous l'avez bien vu aujourd'hui, c'est des sujets qui sont complexes et du coup qui ont eu tendance à multiplier le nombre d'outils. Mais il faut bien voir que derrière, ce n'est pas l'outil qui est intéressant, c'est l'objectif qu'il poursuit. Et effectivement, le TRI, c'est un diagnostic qui pose un cadre stratégique pour après mettre des actions. Alors derrière, on a des actions qui sont regroupées en général en 4 thématiques, parce que quand on parle de prévention des risques, il y a plusieurs champs d'action qui sont possibles, et c'est un peu comme à l'image du mix énergétique. On vient piocher dans différents types de solutions pour avoir la solution la plus adaptée par rapport au contexte local, et c'est évidemment les élus locaux qui définissent quel est l'équilibre en termes de prévention des risques qui va être retenu. Et donc ça, c'est la vocation du PAPI, un programme d'action de prévention des inondations. C'est donc encore un acronyme qui a été déjà abordé aujourd'hui. C'est un programme d'action qui, derrière, il faut en avoir conscience, qui est associé à un plan de financement. Et donc c'est ça qui est important, parce qu'un programme d'action sans plan de financement, on a toujours du mal à savoir comment les mener. Là, on a un acteur, chaque action a un acteur qui est responsable de l'action, plus un plan de financement associé et un délai pour le réaliser. Donc là, on rentre finalement dans des actions qui sont plus concrètes que les dispositifs qui ont pu être peut-être abordés précédemment. Et parmi les différents champs d'intervention du PAPI, l'ambition, c'est de brosser toutes les solutions possibles qui vont de la prévention, dans la prévention des inondations. On a la gestion de crise, et c'est vraiment un axe qui est majeur pour sauver les vies. On a toutes les actions qui ont attrait à la réduction de la vulnérabilité, soit à l'échelle du bâti, soit à l'échelle du territoire. On en a abordé tout à l'heure des questions. C'est par exemple la pose de bâtards d'eau, l'adaptation des constructions pour qu'elles puissent être moins dommagées lors d'un événement. C'est aussi des questions de maîtrise de l'urbanisation. Et on a également des questions, tout un axe qui a trait à la connaissance et à la diffusion de cette connaissance auprès des différents publics. On a vu aujourd'hui que c'était quand même un sujet qui était complexe, qui suscite de l'intérêt et sur lesquels on a encore des marges d'incertitude qui doivent continuer d'être travaillées. Et enfin, on a toute la question, toute la famille des solutions qui viennent d'être abordées dans le précédent exposé, ouvrages hydrauliques qui font appel à du génie civil et à des travaux d'intervention qui sont généralement assez lourds. Et c'est souvent, dans le nombre d'actions qui sont présentées dans ces programmes, ça représente en général plus des 3/4 du montant financier associé. Donc c'est quand même la grosse partie
des coûts sont vraiment sur ces actions qui ont attrait aux ouvrages. Donc les digues, majoritairement pour le littoral, ce sont des digues associées à des portes à la mer qu'on a vu, qu'on a appelé des barrages tout à l'heure. C'est des ouvrages qui permettent l'ouverture de ces systèmes pour permettre la communication de l'eau salée quand on n'a pas de tempête. J'y viens justement parce que pendant l'exposé, on a eu... j'ai perçu un certain intérêt, en fait. C'est peut-être une attente sur ces questions des ouvrages hydrauliques. Et ce qu'il faut bien avoir à la tête, on en a fait presque un petit peu l'éloge, et je le comprends, c'est une solution qui est intéressante, qui est séduisante, c'est celle de construire des ouvrages pour protéger un territoire. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces ouvrages, ils fonctionnent un petit peu comme un filtre. C'est-à-dire qu'ils vont empêcher les inondations jusqu'à un certain seuil. À partir d'un seuil, on a toujours un risque. Et là, une fois que ce seuil il est atteint, on a un effet pervers de la digue, c'est que derrière, l'inondation elle est aggravée une fois que ce seuil est atteint. Et du coup, en termes de sécurité des populations, ce sont quand même des outils qui ont un effet un peu pervers à double tranchant. Alors oui, c'est des ouvrages qui sont efficaces pour protéger les biens, mais pour protéger les populations, je serais beaucoup plus nuancé que ce qui a été présenté jusqu'à présent. À titre d'exemple, tous les décès qui ont eu lieu en lien avec des noyades lors de la tempête Xynthia ont été recensés dans des zones endiguées. Aucun décès par noyade en dehors de ces zones. C'est pour juste vous quand même situer un petit peu le contexte. Et évidemment, la priorité des priorités dans la prévention des risques, c'est la sécurité des personnes. Et la sécurité des biens arrive en seconde priorité. Bien, monsieur Skiban, si vous me permettez, c'est une table ronde, donc on va... Bien sûr, oui. Je vais rebondir. Aux membres de la table ronde, bien sûr, si quelqu'un a quelque chose à dire sur ce que l'un d'entre vous vient de dire, il lève la main, je lui donne la parole. Après, obligatoirement, je vous donnerai la parole à tous si quelqu'un n'était pas encore intervenu pour qu'il expose son souci de la journée. Oui, Président. Oui, je voulais juste faire remarquer une chose, c'est que quand je connais la presqu'île guérandaise depuis de très nombreuses décennies, je voulais faire remarquer que c'est un patrimoine multiple à elle seule. Et pas uniquement à travers les marais salants, mais aussi à travers nombre de toutes les parties de son territoire. Je voulais aussi rebondir sur ce que vous venez de dire, et concernant les risques, il y en a un qui me paraît avoir été oublié. Quand on connaît la baie de la Baule et l'entrée du port de Saint-Nazaire, on y voit énormément de pétroliers et de chimiquiers. Et je voulais savoir, je sais qu'en cas de tempête, ça représente un risque et une fragilité. Et si ce risque de pollution, soit pétrolière, soit chimique, était pris en compte dans les études. Voilà. Monsieur Skiban. Oui, alors écoutez, je suis pas sûr de comprendre complètement la question. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le... faites référence à un naufrage. Quand il y a une tempête, il peut y avoir un naufrage, il peut y avoir, et même en l'absence de tempête, on l'a vu certaines fois, il peut y avoir pollution pétrolière ou pollution chimique. Est-ce que le risque est pris en compte dans les études? C'est tout. Quand on regarde des études sur le risque industriel, c'est systématiquement pris en compte. Est-ce que ça l'est dans les études de risque sur le territoire? C'est tout. C'est une question un peu naïve. Moi, je viens du milieu industriel, donc c'est des questions qu'on se pose systématiquement. Alors, sur la partie pollution qui viendrait d'un navire, à ma connaissance, c'est pas pris en compte aujourd'hui. C'est pas, en tout cas, pas dans les outils que je vous ai décrits. En revanche, les pollutions terrestres, c'est-à-dire que l'atteinte d'un site industriel ou l'atteinte aussi par exemple des cuves à fioul chez les particuliers, c'est des choses qui sont prises en compte dans les plans de prévention des risques et les PAPI. Merci. Vous voulez intervenir, monsieur le maire du Pouliguen?
Oui, je voudrais reprendre la question de départ, mais je vais rebondir d'abord sur le propos de Monsieur le Président, Monsieur Mulset, en l'occurrence Philippe, hein, puisqu'on se connaît bien. Effectivement, il n'y a pas qu'un problème de digue. Dans ce que vous avez énuméré avec le tri, celui de 2017, vous voyez bien qu'il y a eu aussi un aspect gestion du trait de côte. Il y a beaucoup d'éléments. En fin de compte, tout notre territoire est impacté. Et c'est ça la grande difficulté, c'est-à-dire qu'on a un territoire qui est extrêmement riche, mais où, en réalité, la quasi-totalité de notre territoire tourne autour de l'eau. Et ça, c'est une donnée essentielle, en réalité, de la gestion future de notre territoire et de la projection qu'on veut en avoir. Alors vous disiez depuis 2017, grosso modo, qu'est-ce qui a été fait? Et puis vous aviez cette impression, en tout cas c'est ce que vous retenez, c'est que l'action s'est principalement concentrée sur la gestion de crise et sur l'information. Alors moi, pour tout vous dire, je pense que les temps vont vite, ils vont beaucoup plus vite qu'ils n'ont été. J'étais à une réunion dernièrement qui était l'ANEL, les journées de l'ANEL, c'est-à-dire les journées de l'Association nationale des élus du littoral, et qui réunissait, alors pour tout vous dire, elle a eu lieu à Pornic, elle réunissait non seulement le littoral façade atlantique, mais elle réunissait tous les littoraux de notre pays. En l'état, nous vivons des situations dramatiques. Et les élus littoraux, aujourd'hui, ont à faire face à des situations alors, qui sont plus ou moins accentuées en fonction des territoires, mais qui sont des situations qui s'accélèrent parce que les chiffres, et vous le voyez bien, entre les chiffres qui ont été publiés en 2015 par le GIEC et ceux qui ont été publiés dans le dernier rapport d'août 2021, on n'a plus du tout les mêmes données. On est sur une montée des eaux qui a quasiment plus que doublé, puisqu'on est passé entre 60 et 110 cm, entre le minima et le maxima. Enfin, c'est ce qui a été annoncé dans le rapport du GIEC. Mais, en l'occurrence, si vous voulez, vous parliez donc de toutes ces actions, en vous disant, mais qu'est-ce qui a été fait? Je pense que, alors, vous l'avez remarqué, aujourd'hui, on est dans un temps qui s'accélère, où il faut apporter des réponses de plus en plus vite, de plus en plus fortes, parce qu'en fin de compte, on n'a plus le temps d'attendre. Et puis en même temps, vous êtes aperçu qu'à travers tous les ouvrages et les actions qui ont été menées, ce sont des actions qui sont extrêmement longues. On est quasiment sur la plupart des réalisations que vous avez vues derrière, sur un temps de 20 ans, ce qui paraît insensé au vu de l'urgence de la situation. Alors, je vais passer le cap de l'organisation de la gouvernance, mais vous savez qu'au niveau de l'étier du Pouliguen, effectivement, il y a eu 8 km de systèmes d'endiguement qui ont été mis en place. Derrière, c'était malgré tout un coût de 10 millions qui ont été pris en grande partie à 70% sur le fonds Barnier. Il y a eu des actions qui ont été mises en place, il y a des études qui sont faites, il y a un renforcement sur l'entretien des endiguements actuels, mais il est très clair qu'il y a des actions majeures qui doivent s'engager sous cette mandature. Les actions majeures qui doivent s'engager sous cette mandature, elles s'inscrivent, si vous voulez, sous deux aspects. C'est l'aspect trait de côte, forcément. Et là, il y a déjà une action qui a été menée au titre de la stratégie locale de gestion du trait de côte. Il y a un comité de pilotage qui s'est mis en place et je peux vous dire que je fais tout mon possible pour que les choses s'accélèrent et je crois que toutes les équipes de CAP le font. On s'est réunis à plusieurs reprises avec différents partenaires et l'objectif est malgré tout d'ici 2 ans d'arriver à un plan d'action pour la gestion du trait de côte. Mais ça va être un sujet extrêmement complexe. Extrêmement complexe parce que derrière, il y a non seulement la nécessité, et j'en parlais tout à l'heure, d'une certaine acculturation par rapport à cette problématique du trait de côte. Que fait-on? Qu'est-ce que ça représente? Et puis, il y a aussi des choix derrière. Parce que les deux grands choix qui s'opposent à nous demain, que ce soit pour les endiguements, mais que ce soit pour le trait de côte, c'est l'adaptation ou l'atténuation. Doit-on s'adapter et accepter un certain niveau de submersion marine? Doit-on accepter un certain niveau de perte de notre trait de côte? Ou devons-nous l'atténuer? Et tout ça, à quelle échéance? Et avec quelle pérennité et quelle efficacité? Et là,
on touche du doigt des problématiques fortes. Alors oui, au niveau de la stratégie locale du trait de côte, il y a des choses qui sont engagées. Et au contraire, le but, c'est d'arriver, et ça a été engagé, je tiens à le dire, avec la Carène. Parce que Cap Atlantique et la Carène, c'est 141 km de côte. Et je pense que c'est absolument essentiel. Mais dites-vous bien une chose, c'est que moi, en tant que maire, cette pression, je la subis absolument tous les jours. Quand j'ai la loi climat et résilience qui sort et qui a un volet sur le trait de côte et qui évoque le droit de préemption, qui évoque une cartographie qui va être insérée dans les plans locaux d'urbanisme, qui va signifier que tel ou tel bien va être menacé à 30 ans, il y a nécessairement une angoisse qui est générée dans la population. Et que l'information telle qu'elle a été donnée jusqu'à présent est insuffisante au regard de l'accélération des problématiques que l'on rencontre. On s'est rencontrés dernièrement et je crois qu'avec la coopérative, au contraire, on a aussi saisi tout l'enjeu qu'il y a derrière. Il y a des enjeux d'habitation, des enjeux de tourisme, il y a des enjeux de paysage, il y a des enjeux économiques, d'équipement. Et je vais terminer alors là-dessus pour vous dire que au niveau des digues et au niveau de l'endiguement, c'est la même chose. En tout début 2022, nous devons engager un travail extrêmement lourd sous cet aspect-là. Et le but du jeu, c'est derrière de dégager un plan d'action. Tout ça doit s'inscrire dans le projet de territoire qui lui-même doit s'inscrire avec un plan d'action. Pourquoi le plan d'action ? Parce que le plan d'action, et l'Adréal, monsieur Squiban vient de le soulever au titre de l'Adréal, c'est que vous avez compris, au vu des ouvrages que vous avez vus derrière, c'est que derrière, il y a des financements extrêmement lourds qu'il faudra envisager. Et que l'intercommunalité en tant que telle sera incapable de les supporter elle seule. Donc c'est un travail où la région devra être associée, où le département devra être associé, et nécessairement l'État. L'État, au niveau des digues et des systèmes d'endiguement qui sera à mettre pour protéger le bassin du Metz et le bassin de Guérande, c'est le fonds Barnier. Ce seront éventuellement les fonds FEDER, parce que là aussi il y a peut-être une opportunité, mais en réalité, il faut savoir que les fonds européens sont extrêmement lourds à déclencher et ne permettent pas, au titre de la gestion des finances publiques, si vous voulez, l'efficacité qu'on en attend. Et puis, au niveau de la gestion du trait de côte, c'est là où on va voir si la loi climat et résilience, qui a une certaine portée et qui adopte, si vous voulez, qui parle du repli défensif, on va voir si l'État mettra les moyens au regard de la loi qui a été votée le 22 août dernier. Merci, monsieur le maire. Ce n'est pas forcément votre dernière intervention, hein. Rassurez-vous. Et vous avez parlé du représentant de la saline ou des salines, je n'ai pas très bien compris, donc je voudrais que vous rebondissiez là-dessus, puis peut-être après écouter et les paludiers et les digues ensuite, puis après qui voudra. Allons-y. Donc Armel Jorion, donc je suis moi-même paludier par le fait, puisque vice-président de la coopérative Le Guérandais, ça veut dire que je suis membre d'un conseil d'administration de paludiers et d'une coopérative de 225 paludiers, aussi bien sur Guérande que sur le bassin du Metz. Donc à ce titre, donc évidemment on est très intéressé par toutes ces questions. Je pense que vous avez compris, c'était un peu en filigrane, mais on peut se le dire en conclusion de cette journée, c'est que suite à Xynthia, clairement sur ces problématiques-là, l'accent a été mis sur la protection, et on le comprend bien, la protection des biens et des personnes. Donc s'il y a eu peu de choses jusqu'à aujourd'hui qui s'est passé autour des marais salants, c'est pour des bonnes raisons. C'est parce que lors de Xynthia, il y a eu des morts, et évidemment personne n'a envie que ça se reproduise. Pour nous, les enjeux sont un peu différents. Ils sont d'abord économiques. Lors de Xynthia, c'est arrivé la nuit, il n'y avait personne sur les marais salants. Ça a occasionné des dégâts. La collectivité s'est très fort impliquée pour remettre les marais salants en état. Mais comme ça a été souligné, on est encore à ce niveau-là dans la gestion de crise. On peut s'améliorer dans la gestion de crise. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour limiter les risques? J'ai entendu deux choses très intéressantes sur lesquelles je voudrais rebondir. Un mot très intéressant, c'était le mot d'adaptation, qui a été prononcé par Monsieur Samama. Nous, depuis le temps qu'on travaille sur le sujet, on a bien vu que les différentes stratégies possibles, c'était premièrement de relocaliser, ce qui n'est pas une option pour nous, paludiers. Je vais parler du coup là que du point de vue des marais salants, hein, pas du point de vue des protections des personnes, tout ça c'était abordé.
Donc, premièrement, de relocaliser, ça, c'est pas possible. C'est possible pour certaines activités primaires, c'est possible pour certaines entreprises qui ont leurs locaux dans des sites très exposés. Deuxièmement, défendre. Troisièmement, s'adapter. Défendre, c'est essentiellement tout ce qui concerne les ouvrages hydrauliques. C'est aussi un mot sur lequel je voulais rebondir. Les ouvrages hydrauliques, donc gestion d'eau, et l'entretien de la digue. S'adapter, c'est peut-être avoir aussi une vision plus souple des risques, des dangers pour nous, et de la manière de gérer l'eau. Je m'explique. L'idée d'un barrage, d'un ouvrage hydraulique, ça va être de contenir l'eau afin de la garder à l'extérieur, parce qu'on imagine que forcément l'eau est un problème et l'eau va créer des dégâts. L'essentiel des dégâts qui ont lieu lors de Xynthia dans les marais salants, la plus grosse partie, pas la seule, mais la plus grosse partie, a eu lieu lors du reflux de la marée. En fait, la submersion a causé relativement peu de dégâts. L'eau est passée par-dessus, elle est rentrée dans les marais salants et de casier en casier, elle s'est étalée sur les 2/3 des marais salants, si on parle du bassin de Guérande. Au moment de la marée basse, les digues qui n'étaient pas faites pour contenir l'eau dans l'autre sens ont cédé vers la mer. Donc on voit qu'on a des enjeux un peu différents de ceux d'une submersion qui atteindrait une ville. On a des enjeux de contrôle de l'eau. Nous, c'est un sujet qu'on connaît bien, forcément, c'est ça qu'on fait tout le temps. Des enjeux d'évacuation de l'eau. S'il y a un autre Xynthia, comment peut-être évacuer l'eau plus vite. C'est peut-être plus ça, ou plutôt que plus en même temps que éviter que la digue ne casse sous l'action mécanique des vagues qui vont venir casser une digue qui est en mauvais état. Ça peut être un premier axe de travail. Peut-être empêcher l'eau d'aller dans certains endroits où on ne veut pas qu'elle aille, mais aussi, autre axe de travail, imaginer des systèmes pour évacuer l'eau rapidement et éviter ce genre de dégâts. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails, mais c'était aussi pour avoir une autre perspective sur des problématiques d'ouvrage hydraulique. Vous avez vu que ça coûte très cher. On parlait, là, on n'était pas loin du milliard d'euros. Ça coûte très cher, ça pose des problèmes qu'a soulevé Benoît Squiban. C'est-à-dire qu'une fois que ça casse, ça crée plus de dégâts. Et ce qui peut se passer aussi, vous ne l'avez pas évoqué, mais on sait que sur notre presqu'île, ça peut se poser. C'est-à-dire que concrètement, si on met un barrage à l'entrée du trait, on a d'autres zones fragiles qui vont avoir toute la pression du côté de la Turballe et du côté du Croisic. C'est-à-dire qu'on déplace le problème. On peut dépasser le problème. C'est tout l'enjeu des études, de savoir où on va, qu'est-ce qu'on pourrait faire. On pourrait le déplacer sur le bord et l'eau finirait par rentrer par l'autre côté, finalement. Donc, on aurait dépensé beaucoup de sous pour ça. Dernier enjeu, et je vais laisser la parole après, c'est l'implication des professionnels dans les solutions qu'on peut apporter. C'est très important pour nous d'être impliqués dans les solutions qu'on peut apporter. Si on part sur des solutions comme des barrages, des méga-barrages, vous voyez bien que les petits professionnels de terrain ne vont pas avoir leur mot à dire sur comment on gère le barrage, quand est-ce qu'on l'ouvre, quand est-ce qu'on le ferme. Un budget à 1 milliard d'euros, nous aimons beaucoup notre territoire, mais on est quand même réaliste sur ce qu'on représente. On n'aura pas notre mot à dire. Par contre, des petites solutions adaptées, ou des grosses solutions, mais adaptées à chaque endroit du Marais Salants, et donc on sait bien qu'on a déjà deux bassins, avec peut-être des solutions différenciées selon les endroits, les expositions au vent, les expositions aux vagues. Une implication des professionnels dans la construction de ces solutions, voilà, ça c'est les points sur lesquels vraiment je voudrais insister pour cette nouvelle phase qui va venir, donc de travailler sur la protection des marais salants sur la presqu'île. Merci. Merci. Nous avons un monsieur Digue. Alors, Yann-Henri, à vous. Oui, alors monsieur Digue, c'est peut-être un peu prétentieux. C'est ce qu'on m'a dit. Vous êtes le président de l'association des digues. Voilà. Bon. Donc c'est une nation de propriétaires, environ 450 propriétaires. Et c'est vrai qu'on a en charge la protection des biens et des personnes derrière la digue. Donc pour se rendre compte, en fait, la digue,
entre Le Croisic et Pimbron, c'est 15 km de digue principale. Mais derrière cette digue, on a 44 km d'étier. Donc par 44 km d'étier, il faut comprendre 88 km d'endiguement. Sur le Pouliguen, on en a 28, donc x2 également. Et en fait, le Marais est divisé en 19 secteurs. Et on a une organisation en fait par syndic. Donc on a 19 syndics. Ça a beau être une association de propriétaires, on est tous paludiers, tous professionnels. Donc il y a une surveillance en fait permanente de chaque secteur qui permet en fait d'être sur le terrain et d'avoir les infos. C'est évident que vu les enjeux qui se présentent devant nous, on peut accepter l'idée qu'on est un peu dépassé par les événements. On fonctionne avec un budget d'environ 250 000 euros par an. Donc on est loin des millions ou des milliards dont on a pu entendre parler. On a à peu près 25% en fait qui sont financés par nos taxes de propriétaires. Le reste en fait sont des subventions de Cap Atlantique et également quelques subventions de régions et départements sur les gros travaux d'investissement. L'enjeu en fait qui se présente là dans les années à venir, c'est dans le cadre du deuxième PAPI, c'est effectivement, comme M. Samama l'a précisé tout à l'heure, d'accéder à des financements qu'on ne peut pas envisager au jour d'aujourd'hui avec notre fonctionnement. Donc dans le cadre du PAPI, il est prévu une prise en charge de la maîtrise d'œuvre de la digue principale par Cap Atlantique, même si en fait on restera évidemment en lien par les commissions, enfin ce sera toujours fait avec nos avis, mais il est évident que vu l'ampleur du travail qui est réalisé de par l'état de la digue, on ne peut plus aujourd'hui avec des budgets de 100 000 euros par an, on fait des rustines, on répare, on va au plus urgent. Ceci dit, je pense il y aura deux fonctionnements, c'est-à-dire qu'il y a l'entretien de la digue principale qui doit passer dans une autre dimension, comme je viens de l'expliquer, et ça nous permettra à nous de rester de devenir plus efficaces sur l'entretien des étiers. Il faut imaginer que certains étiers font plusieurs kilomètres, donc même si la digue principale était complètement restaurée, le jour où il y a une surcote, en fait, la mer s'engouffre dans les étiers, et on a énormément d'endroits plus ou moins identifiés où on sait que ça peut brécher et inonder par vase communicant des superficies non négligeables. Et notre compétence à nous, on peut avoir la prétention de penser qu'on a une compétence dans ce domaine-là. On sait organiser des chantiers, on sait identifier les zones à risque. On réfléchit aussi déjà, comme l'a dit Armel tout à l'heure, c'est certainement des solutions qu'on va mettre en place assez rapidement parce qu'elles sont peu coûteuses et on va pouvoir le faire au moins à titre expérimental, de poser des ouvrages qui permettront de vider rapidement en cas de surverse. On a vécu l'expérience Xintia, nous a permis de voir effectivement, je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit Armel tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a noyé une grosse superficie du Marais. Et le problème, c'est qu'on n'a pas su évacuer cette eau. Moi, ma saline, par exemple, j'ai mis 3 semaines à le vider parce qu'on a des tuyaux on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais on a parfois des tuyaux de 125 de diamètre qui nous servent juste à vider notre saline parce qu'on a fait un niveau d'hivernage qui correspond à 30 cm. Et là, on s'est retrouvé avec 1,50 m. Donc, en fait, techniquement, il suffirait, entre guillemets, d'augmenter ces ouvrages pour éviter une partie des dégâts qu'on a eus à Xintia, à moindre coût. Merci. Marais Salon, Paludier à gauche, Paludier à droite. Joseph Le Cadre. Je suis là. Oui, non, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui... Ah bah on a un autre participant là devant aussi. Allez-y. Non, je vais faire juste seulement rebondir sur ce que disent, ce qu'ont déjà dit mes collègues, parce que Armel a quand même pas mal planché sur la question effectivement de la protection contre la mer et d'une manière générale, et puis sur le Marais. Et puis Yann, il est bien placé aussi pour parler des digues. Nous, le syndicat, on représente la filière, donc je parle un peu d'une manière un petit peu plus générale, et à revenir sur le fait qu'effectivement, lors de Xintia, certes, ça a été noyé, on a mis du temps, ça a pu être réparé parce qu'il y a eu une forte mobilisation des collectivités, et qu'il y a eu en gros un peu d'argent en réserve qui ont fait qu'on a pu réparer les brèches assez rapidement. Mais en fait, là, actuellement, si ça se reproduisait, ce serait compliqué d'avoir la même urgence. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut absolument qu'on voit plus loin pour avoir un niveau de
Faire des travaux, peut-être, mais des aussi gros travaux, en fait, aujourd'hui, on ne serait pas capable de le faire. Par contre, le fait qu'on ait été noyé, et après, c'était en février, ça s'est mobilisé très vite, et derrière, on a pu refaire du sel. C'est une année, il faut savoir que, en général, on peut commencer à mettre notre eau à tourner en mars, avril, faire du sel en mai, juin, et ça a été possible cette année-là. Donc c'est pour ça qu'on a un peu tendance aussi à... On sait que de toute façon, nos marais sont sous le niveau de la mer, et que c'est déjà nos digues qui nous protègent. Donc on a un peu tendance à se baser sur cet état de fait et sur nos compétences, effectivement, comme le disait Yann, plutôt que de partir sur des super projets. Mais voilà, il y a des endroits où c'était trop faiblard, il y a des endroits où on est en train de colmater au fur et à mesure, et en fait c'est plus ça, c'est que il y a quand même des choses qui ont été faites, il y a des études prévisionnelles qui ont été faites, plusieurs scénarios qui ont été aussi exposés. Et c'est pareil, ne serait-ce que rehausser la digue, ça pose énormément de problèmes, parce qu'il faut accéder à la digue, il faut énormément de matière, parce que rehausser de quelques centimètres, ça demande un empiètement de la digue qui est énorme. On peut partir sur des projets pharaoniques comme ça, mais c'est vrai que vu les nombres de kilomètres de digues qu'on a à faire, on part plutôt sur des hypothèses où on peut renforcer les parties les plus affaissées, faire en sorte que ça ne se casse pas, et pour travailler plus sur la résilience du milieu, que ce soit pour les paludiers, aussi on pense, parce que l'idée d'un barrage, ça impacterait aussi la conchyliculture et d'autres activités. Non, mais voilà, ça s'est terminé sur cette conclusion-là. Donc voilà, on part. Non, s'il vous plaît. Non. Bah, et sachant, et je rebondis aussi sur... C'est le jeu de la juste... table ronde. Hein, je peux pas... Simplement aussi sur le... Bon, je finis juste sur un petit point aussi sur la pollution, que lors de l'ERICA, donc 10 ans avant, c'est pareil, les paludiers avaient réussi à se mobiliser en faisant des barrages au niveau de leurs étiers. Donc c'est vrai que ça, c'est des enjeux qui sont importants. Et voilà. De toute façon, effectivement, il y aura ce double enjeu de protection des étiers, ou plus fortement, effectivement, ça peut aussi avoir cet impact-là. Lors de l'ERICA, la profession avait fait le choix de couper les étiers et par contre de ne pas produire cette année-là pour ne pas faire rentrer de pollution dans les vasières. Oui, avant, Philippe, je vous laisserai quand même poser votre question après. Je voudrais quand même entendre les artisans du sel, tout de même. Ok, avec plaisir. Non pas tout de même, mais les entendre. Avec plaisir. Donc oui, Meredith Ferrard, artisan du sel. Donc moi, j'ai une entreprise de négoce de sel de Guérande. Donc pour faire court, j'achète le sel au paludier, je transforme et je revends. Donc je travaille pas dans les marais salants, j'ai pas la problématique comme mes collègues paludiers du travail quotidien en fait pour consolider ces digues et les améliorer. Par contre, maintenant je connais quand même très bien le produit. On est quand même sur un produit reconnu mondialement. Pardon ? Non, ne vous souciez pas. Ah oui. La salle, elle est là pour écouter. Voilà. Un produit écologique qui ne nécessite aucune ressource naturelle pour produire, d'accord ? Et donc, c'est très important. Meredith. Oui, je suis d'accord, mais monsieur... Non, on peut pas continuer. Je veux dire, on ne va pas continuer comme ça. Je suis supposé modérer la table ronde, mais peut-être aussi modérer l'assistance. Alors, bon. Pour l'instant, la table ronde se comporte très bien. Meredith, continuez s'il vous plaît. Après, nous avons une question ici de Philippe.
Après, on reviendra, à moins que quelqu'un d'autre veuille prendre la parole, vers Monsieur Semat. C'est juste pour dire que oui, Cap Atlantique va avoir aussi une grosse responsabilité pour protéger ce patrimoine. Et c'est à peu près tout. Et que là, maintenant, les études sont de plus en plus précises, les chiffres aussi, ça arrive, on le sait. Alors à quelle échéance, on ne le sait pas, mais on sait que c'est là, que ça va arriver. Et voilà, il faut peut-être pas trop attendre. Je ne respecte pas ce que j'ai dit, ça m'arrive. Une question à vous, de moi. Oui. Ces digues qu'il faut, et que les paludiers remontent à Petite Brouette, là, etc., est-ce que vous pourriez en prendre une partie en compte dans le prix du sel? Est-ce que vous pourriez continuer à vendre le sel plus cher, avec une... Comment appellerait-on ça? Une participation? C'est possible digue. Uniquement si les 9 négociants en sel de Guérande se mettent autour de la table. Et dans ces cas-là, par contre, on appelle ça une entente illégale. Enfin, non anticoncurrentielle, mais éventuellement, oui. Si tous les négociants en sel de Guérande se mettent autour d'une table et 9, on est 9. Et vous rencontrez jamais tous? Alors si, je fais partie de la Procéla, le conseil d'administration qui gère l'IGP sel de Guérande. Et donc on se rencontre, alors on n'est pas les 9 négociants à y être, mais on est au moins 3-4. Et donc on se rencontre mensuellement. D'accord, merci. Question de Philippe, et puis après vous. Enfin, oui, c'était plutôt une remarque. Moi, je suis excessivement content de ce qui s'est passé aujourd'hui et très heureux que cette table ronde ait pu être aussi bien fournie en professionnels et avec tous les acteurs qui sont concernés par le problème. Ma question était, est-ce que tous les gens qui sont autour de cette table seraient prêts à travailler ensemble pour aboutir à des solutions techniques pérennes pour l'avenir de leur profession? Non, mais je connaissais la réponse, mais... À moins que vous vouliez voter en disant oui, à ce moment-là, on passe à autre chose. Je peux dire un petit mot là-dessus. Comme vous avez compris, la base, il faut des financements. Les financements, même s'ils ne sont pas pharaoniques, ils sont relativement importants. Il faut une bonne compréhension des risques et des travaux. Donc, ce sont des montages administratifs et comment on va dire, scientifiques, qui vont demander un peu de temps. L'idée de travailler ensemble, je pense que tout le monde a envie de travailler ensemble. C'est chacun sa partie sur les études scientifiques. Il va y avoir d'abord des études. Notre rôle de professionnel, c'est plutôt d'être sûr qu'on est bien impliqué ensuite dans la consultation et dans la gouvernance et dans la mise en place de ces solutions. De manière à ne pas arriver, par exemple, à des préconisations ou des solutions techniques qui ne seraient pas adaptées à notre métier et au milieu. Puisque l'idée, c'est de ne pas mettre forcément du béton dans un milieu d'argile ou autres solutions qui peuvent être adaptées à d'autres endroits, comme on voit en Hollande ou ailleurs, mais pas au milieu des marais salants. Pardon, d'accord. Vous voulez réagir à ça? Oui, allez-y. Je vais dire un mot. C'est vrai que ça a été abordé. Ça marche, mec? Ouais. Ça a été abordé très rapidement, mais le cadre du PAPI, tel qu'il a été évoqué tout à l'heure par monsieur le maire de Guérande, non seulement il le permet, mais surtout il impose à la collectivité d'organiser une concertation. Donc après, en tout cas, c'est complètement compatible avec le cadre proposé par le PAPI et donc sur lequel Cap Atlantique est engagé. Oui, ce que je voulais dire aussi, pour conclure, c'est qu'il fallait que les solutions techniques qui seraient adoptées le soient en parfait consensus avec les professionnels, sinon elles ne soient pas imposées. Alors, on en parlait tout à l'heure. Alors, c'est vrai que vous avez utilisé le mot défense.
C'est vrai que moi j'utilise deux termes qui me semblent essentiels pour aborder notre futur, c'est l'adaptation et l'atténuation. Alors pourquoi je ne parle pas de défense et je parle d'atténuation ? Parce que malheureusement, tous les ouvrages que nous mettrons en place auront une fin en réalité. Parce que le changement climatique, tel qu'il se poursuit, ne nous amènera pas à évaluer nos besoins au-delà d'une certaine perspective. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, si on doit réfléchir les choses, ça sera plutôt à l'horizon 2050-2070, ce qui est déjà important. Maintenant, pour revenir sur la chose, il est évident qu'il faut travailler ensemble. Pourquoi ? Parce que quand on disait l'adaptation, c'est-à-dire qu'est-ce qui est acceptable ? Qu'est-ce qui est acceptable comme fréquence centenale ? Qu'est-ce qui est acceptable au-delà de la fréquence centenale ? Je voyais, si vous voulez, si on reportait sur les hypothèses de travail du changement climatique à l'horizon 2050-2070, un événement comme Xynthia qui s'est passé donc en 2010 avec 3,90 m NGF de fréquence centenale, aujourd'hui pourrait devenir éventuellement décennale, soit une multiplication par 10, de le voir donc se produire beaucoup plus fréquemment. Donc là aussi, c'est une réflexion qu'on doit avoir, c'est-à-dire qu'est-ce qui est soutenable ? Et là-dessus, il est évident que non seulement il faut qu'on ait un travail entre nous tous, parce que les enjeux, en réalité, nous concernent tous. Il faut qu'il y ait un travail aussi avec la population. C'est évident que... Alors, je parle là plus spécifiquement aussi de la gestion du trait de côte. Alors, je ne suis pas là pour focaliser sur le territoire du Pouliguen en tant que tel, mais le territoire du Pouliguen, c'est 51 habitations à 30 ans. Donc, aujourd'hui, c'est un vrai questionnement. Donc, et je pense qu'au-delà de ça, par exemple, pour la stratégie locale de gestion du trait de côte, il y a un comité de pilotage effectivement qui est en place depuis quelques mois, qui travaille ardemment et qui n'a pas attendu effectivement l'éboulement de la plage Tahiti qui est arrivé le 1er janvier de cette année. Mais en l'état, nous avons 3 sites pilotes qui ont été retenus pour travailler dessus, mais pour qu'il y ait derrière des réunions publiques, qu'il y ait une acculturation avec la population, un partage de l'information, un partage des études, un partage des diagnostics, et puis un partage des solutions possibles, parce qu'elles sont vastes, entre l'atténuation et effectivement l'adaptation. Il y aura, et je n'ai aucun scoop là-dessus, puisqu'on va informer un certain nombre d'associations, il y a un comité de partenariat qui va se constituer, où seront présents non seulement l'Adréal, où seront présents la Carène et Cap Atlantique, mais aussi les associations. Il faut que les associations prennent à bras-le-corps également le sujet, mais comme vous le faites aujourd'hui. Et donc, vous serez amené à ce titre-là, Patrimoine en Presqu'île, à intégrer ce comité de partenariat. Alors les sites, effectivement, il y a plusieurs sites pilotes qui ont été désignés, enfin qu'on a retenus. Ils ont été retenus en fonction de la nature de la côte, qui était l'argilo-marneuse, rocheuse et les dunes. Donc vous en avez 3 sites, c'est Peyrac-sur-Mer, le Pouliguen, Pénétin et Asserac. Voilà déjà, mais derrière cela, il y aura aussi des concertations qui seront menées aussi bien au Croisic qu'à Pénétin. Alors pour des territoires de la Carène à Pornichet et Saint-Nazaire, pour qu'il y ait une acculturation et qu'il y ait des réunions publiques et qu'il y ait des débats et qu'il y ait un partage de l'information. Il doit y avoir la même chose au niveau de l'endiguement, des systèmes d'endiguement à mettre en place. Se poseront beaucoup de questions. Se poseront beaucoup de questions parce que aujourd'hui, par exemple, a été cité Pimbron. Alors ça a été cité en conclusion d'une intervention, mais est-ce qu'il ne faut pas envisager un ouvrage à l'entrée de Pimbron ? Les questions sont ouvertes en réalité. Les questions sont ouvertes. Il y a aujourd'hui la problématique, elle est plus que lancée, elle est cruciale. Il faut qu'on s'y engage parce que je tiens à rebondir sur un point. Ce matin, j'étais avec Franck Louvoyer, président de l'Office intercommunal de tourisme, n'est-ce pas, Franck ? Et il y a eu un exposé qui a été fait par notre directrice de l'Office intercommunal de tourisme. Et il a été dit une chose, mais qui me paraît tout à fait juste, je ne pense pas qu'on puisse le contester. Il y avait 2 éléments qui étaient soulevés au titre du socle d'identification de notre territoire à un niveau régional, national et international. Eh bien, l'un des socles, c'est le sel. C'est le sel de Guérande. Oui, merci. Nous avons eu ce matin...
comme cet après-midi, deux présentations remarquables. Le professeur Mahanan est ici avec nous cet après-midi. Il nous a parlé des submersions marines sur le littoral atlantique. C'était tout à fait intéressant. Je voudrais absolument que autour de cette table ronde, vous fassiez l'écho de tout ce que vous nous avez dit ce matin, à la lumière de ce qui vient d'être dit. Il y a déjà assez de lumière ici. Merci Mohamed. Merci Jean-Yves. Merci. Donc, je tiens à vous remercier pour votre accueil chaleureux. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai pas pris mon bloc-notes, donc je me suis dit que ça sera un petit peu tout enregistré dans ma tête, mais je risque d'oublier quelque chose. Donc, je vais essayer de répondre parce que là, j'entends un petit peu les arguments, les vérités des sociétés littorales. Donc là, on est vraiment avec ce que j'ai évoqué ce matin, c'est que pour aller attaquer l'angle des risques côtiers, il faut qu'on discute avec la vraie société littorale, ça veut dire les vraies personnes qui vivent directement de la mer et qui sont confrontées aux aléas de la mer tout le temps et toute l'année. Et pas la nouvelle société qui vient juste une fois, un mois par an, et s'appelait une population littorale. Donc c'est la population nouvelle. Donc là, j'entends un petit peu toutes les remarques des différents collègues. Je vais essayer de commencer à répondre à certaines, mais pas à tous, ou bien d'ouvrir plus le débat, parce que nous, on est des chercheurs et ça nous intéresse de trouver des questions de recherche pour notre perspective, notamment. Donc Philippe, tout à l'heure, il en avait parlé d'impact des tempêtes sur les pétroliers, les chimiquiers. Normalement, ce n'est pas l'Adrial qui gère ce genre de situation, c'est la DTM. Mais c'est encore plus large, c'est la convention Marpol qui conventionne un petit peu les déplacements des grands bateaux, des grands navires, et ça je pense que vous le connaissez déjà, qui gère un petit peu ça, sauf pour les communes littorales méditerranéennes, où comme on a un diamètre qui varie entre 7 et 15 km de diamètre, il y a toujours un risque que les pétroliers, quand il est chaud après une grosse tempête, c'est pour ça qu'il y a des plans, ce qu'on appelle les contrats de baie dans les différentes communes littorales méditerranéennes qui gèrent notamment à bloquer ce flux des polluants, surtout les hydrocarbures, qui nous posent toujours des grands soucis, à le bloquer avant qu'il arrive sur la zone littorale. Donc c'est juste pour fermer un petit peu la parenthèse. Donc Armel, il en avait parlé tout à l'heure sur la partie comment, pas gérer le risque, mais réduire le risque. Donc le risque, comme Marc l'a présenté ce matin, et moi aussi, c'est la combinaison entre un aléa et un enjeu. L'aléa, malheureusement, on ne peut pas le contrôler parce qu'il est aléatoire, il est probabiliste, on ne peut pas savoir à quel moment ça va tomber. Mais par contre, on peut l'atténuer. Donc tout à l'heure, on a vu une belle présentation cet après-midi par rapport aux différents types de défense côtière, différents types de barrages qu'on peut installer. Les Américains, ils ont réussi aussi à gérer, par exemple, les trajectoires des ouragans, les grands ouragans depuis Katrina. Donc, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vidé leurs tanks de la Deuxième Guerre mondiale et ils les ont jetés au niveau de la zone de fermeture de la houle. Et puis, ça fait la réduction des grandes houles dans le golfe de Floride. Et deux, ça développe une biodiversité assez importante parce que ce sont des milieux qui vont être colonisés par les coraux et peut-être par les poissons et peut-être ça enrichit un petit peu des ressources halieutiques sur ce terrain. Donc vous voyez, c'est un événement double, donc c'est un impact double. Donc c'est pour ça, nous, on ne peut pas jouer sur l'aléa, peut-être un peu l'atténuer, mais par contre, on peut jouer sur les enjeux. Et la catastrophe de Xynthia, c'était le meilleur exemple. Par contre, là, ce que j'aimerais bien insister, c'est l'intervention de Monsieur le maire, Norbert Samamas, sur la partie, sur la réponse rapide. Au bout de 2 ans, je veux avoir des réponses, des résultats. Le problème, c'est que en tant qu'universitaire, parce que moi, je ne vais pas parler en tant que cabinet privé qui pourrait faire ça peut-être en quelques mois, en tant qu'universitaire, et puis c'est surtout mon honnêteté intellectuelle, parce que moi, je suis payé par l'argent public, pour vous dire que parfois, c'est impossible de répondre en si peu de temps. Ce n'est pas parce que je vais demander 100 000 euros pour une recherche, vous me dites, voilà, je vous donnerai 1 million d'euros, il faut le faire en 2 ans. Je vais vous répondre tout simplement, c'est qu'on a besoin d'une série d'observations assez longues, des séries statistiques, et ces séries d'observations, on devrait les faire après chaque hiver. Peut-être il faut au moins 2-3 hivers, peut-être qu'il faut aussi 1 ou 2-3 tempêtes pour être dans un environnement vraiment très réalistique. Donc c'est pour ça que les contraintes
timing. C'est vrai que vous êtes sous pression pour répondre à des besoins de façon précise, mais rapidement. Mais pour avoir la précision, il faut aussi se donner le temps aux différents scientifiques pour répondre d'une façon beaucoup plus précise. Et après, moi, je suis vraiment très, très intéressé par rapport à tout ce qui a été dit. Et j'espère apporter un jour ma contribution à ce collectif. Merci beaucoup, monsieur merci, le Président. professeur Mahanan. Autre professeur qui nous a parlé ce matin avec beaucoup de fougue et de talent, Marc Robin, oui, responsable scientifique de l'Observatoire régional des risques côtiers. D'accord avec votre collègue? Oui, tout à fait. Je ne vais pas prendre la parole aussi longtemps, répétez pas. J'ai beaucoup parlé ce matin. Mais autre chose. Mais juste pour rappeler 2 ou 3 petites choses. Effectivement, dans le cadre de l'Observatoire régional, je pense que l'intérêt des universitaires, c'est qu'ils apportent une force de frappe en termes de pluridisciplinarité et pas celle qui est... la vraie pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'on travaille avec des collègues aussi bien physiciens que géomorphologues, psychologues, juristes, économistes, pour cerner véritablement des problématiques de société et de trajectoire de territoire. Ici, la question qui se pose, c'est la gestion d'un territoire avec une réaction court terme, finalement, à une problématique d'adaptation, hein, comme vient de le dire le Norbert Samama, effectivement, adaptation, atténuation. Ce matin, j'ai essayé de redresser quelques vérités par rapport au changement climatique, hein, en vous présentant finalement le delta qui existe entre des statistiques mondiales et la réalité de ce qui se passe au niveau régional, en montrant que le changement climatique impacte la région, mais pas au niveau où on pourrait l'imaginer, loin de là. Par contre, la problématique réelle du territoire, c'est la disposition des enjeux par rapport aux aléas, comme je l'ai montré ce matin. Donc aussi bien la problématique érosion que la problématique submersion. On a finalement 2 grandes familles de territoires ici qui caractérisent la zone. C'est d'une part les enjeux soumis à des problématiques d'érosion ou de submersion avec des enjeux humains et puis enjeux non humains en termes d'urbanisme, de construction, de zones d'activité, de routes, etc., qui sont des enjeux court terme d'un point de vue historique. Je vous ai montré aussi des cartes ce matin où on voit qu'il y a un siècle, le territoire n'était pas du tout aussi chargé en enjeux qu'aujourd'hui. Et puis on a un deuxième territoire, les marais salants, qui eux représentent un enjeu à la fois économique extrêmement important par rapport à la saliculture, mais aussi, et peut-être plus quelque part, l'industrie touristique, puisque finalement l'image de marque de la presqu'île est mondiale. Et donc on a là un enjeu qui a 10 siècles et qui s'est adapté progressivement donc, au changement climatique depuis 10 siècles. Je vous ai montré ce matin une évolution d'à peu près 1 mètre du niveau moyen de la mer depuis la mise en œuvre de ces marais salants, donc une adaptation progressive avec des coups de boutoir, des submersions régulières, un travail acharné pour les maintenir. Hein. Mais n'oublions pas qu'on est dans une lagune ici qui se comble au cours du temps. Donc là, effectivement, le débat, je pense, à votre niveau, et on est au service de ce débat quelque part, mais doit injecter dans du court terme, du long terme. Il faut bien comprendre une trajectoire de territoire pour pouvoir agir à un temps T dessus, en économisant finalement les possibilités financières et en investissant là où il faut investir de façon, je dirais, bien adaptée. Donc ça, c'est une question de fond. Et je terminerai aussi très rapidement, après s'il y a des questions bien sûr, mais en tant qu'universitaire, voilà, notre part dans ce débat est faible, hein, puisque voilà, on n'est pas directement dans la machine du territoire. Mais n'oublions pas qu'on parle aussi beaucoup du développement durable. C'est un terme qui a été galvaudé depuis la rédaction du rapport Brundtland, qui, en traduction en français, aurait dû être traduit par développement soutenable. Il était bien dit par les rédacteurs de ce rapport, sous l'égide de Mme Brundtland, que le développement ne peut se concevoir qu'à l'horizon de 50 ans. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est obligé de s'adapter et d'atténuer les effets du changement climatique, qui ne sont pas extrêmement importants en région, mais qui existent, mais avec un horizon temporel de 50 ans, sous peine d'aliéner toute l'économie locale et d'engendrer des investissements massifs qu'aucun pays au monde n'est capable d'envisager. Donc effectivement, il faut procéder petites étapes par petites étapes, c'est-à-dire rétablir une trajectoire temporelle long terme, et effectivement, par petites étapes, essayer d'adapter le territoire le mieux possible. Ça va depuis effectivement le renforcement des digues, des investissements pour que le système d'enguidement en classe C soit quand même entretenu. Ça passe par ce qui se passe aussi sur la plage de la Baule avec des problématiques d'érosion chronique et de rechargement de plage, avec l'installation de systèmes technologiques de type écoplage. Enfin, ça passe par un certain nombre de solutions techniques. Et effectivement, la question du scénario le mieux pour le marais salant, avec soit quelque chose
massif avec la fermeture des 2 exutoires du Marais, ou quelque chose, je dirais, à l'autre bout du spectre, une problématique d'adaptation en prévoyant sur les salines de front du Marais je dirais une espèce de zone de rétention, finalement, des submersions potentielles, hein, avec peut-être un investissement par rapport à l'évacuation plus facile de l'eau, donc obligeant à penser une recomposition du Marais. C'est quelque chose qui pourrait être sur le papier envisageable, mais vu finalement la trajectoire aussi du Marais Salon depuis 10 ans et sa construction avec l'histoire, ça paraît aussi difficile. Donc c'est vraiment des sujets qui ne peuvent être que traités avec l'ensemble des partenaires, l'ensemble des acteurs. Hein, donc on parle de co-gestion, de co-construction, on parle de gestion intégrée depuis 20 ans, 30 ans. Donc effectivement, là, il faut décliner l'affaire. Et évidemment, le contexte d'un PAPI, où une réflexion véritablement stratégique est absolument nécessaire. Et voilà. Donc on peut apporter une contribution, effectivement, à travers le rétablissement de certaines vérités historiques par rapport à des variables de changement climatique. Hein, il ne faut pas le nier, mais il faut repositionner le problème correctement. Merci Marc. Ton voisin de droite souhaite réagir. Après, je demanderai au président Renaudot. Et puis, qui voudra ? Oui, rapidement, la première chose, et vous l'avez soulevé, effectivement, il faut être réaliste. Alors, les problèmes s'abordent différemment. Il est évident qu'on ne va pas demain, ou enfin au bout de 2 ans, définir quel est l'ouvrage qui sera réalisé et lancer la construction. Aujourd'hui, il y a un temps d'étude. Sur la gestion, la mise en place de la stratégie de gestion locale du trait de côte, c'est un délai de 2 ans pour aboutir à un plan d'action, mais il faut le faire. Il faut s'en donner les moyens. Alors ça suppose, alors vous avez raison, on a besoin d'agréger un certain nombre de données, d'aller chercher des rapports scientifiques, faire une observation sur place. Mais je crois qu'il y a déjà énormément de données qui ont été recueillies. Il y a déjà énormément de données qu'on est en capacité d'agréger, où on a un observatoire sur le territoire, on a beaucoup d'autres acteurs sur le territoire qui ont soit agi de manière collaborative, soit agi indépendamment. Nombre de communes, en réalité, de manière complètement isolée, ont travaillé sur des ouvrages de protection face à l'érosion et ont établi des diagnostics. Et c'est vrai que tout ça mérite de rentrer dans une co-construction ou une gestion intégrée, mais en tout cas, il y a ce travail. Alors, c'est un travail d'élaboration qui doit se faire sur un temps court, puis après, c'est un travail qui doit se faire sur un temps de réalisation long. Et ça, il est évident qu'on aura un temps de réalisation long. Là où vous avez soulevé un terme, et je me permets de rebondir, Monsieur Robin, c'est que il faut si vous voulez, en tant que jeune élu, quand on découvre un système tel qu'il existe, on voit bien qu'on est dans une complexité absolument... Alors, je crois qu'il pénalise notre système en général. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons une complexité territoriale et une complexité dans les acteurs. Et cette multiplicité des acteurs, aujourd'hui, demande à faire des efforts considérables pour faire aboutir des dossiers. Quand je vous dis ça, aujourd'hui, le trait de côte, on estime que c'est un propriétaire privé d'entretenir sa maison. Puis en même temps, on est sur le domaine public maritime. Quel est le devoir de l'État ? Donc, quand on se retrouve dans une situation où l'on doit réunir l'ensemble des acteurs d'un territoire, en réalité, on a des strates par lesquelles on doit passer qui deviennent de plus en plus lourdes et qui sont de plus en plus complexes. Et je crois que c'est aussi ça qu'il faut absolument simplifier. L'action, au bout du compte, elle n'aboutira que si on arrive à simplifier la chose. Et vous aviez parlé, et je tiens à rebondir là-dessus, parce que c'était les 2 termes dont j'aurais voulu parler, moi, en termes d'enjeux, lors de la précédente intervention. C'est là, vous avez parlé de pluridisciplinarité. Moi, j'aurais parlé d'interdisciplinarité, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, et je vais rebondir sur un autre terme, je pense qu'il faut avoir une vision extrêmement large. Et si je devais ouvrir le débat aujourd'hui, je dirais que, soit vous avez entendu tous parler de la loi climat et résilience telle qu'elle a été adoptée, dont acte. Mais je pense que le changement climatique tel qu'il s'opère, il touche absolument tous les domaines. Il touche l'urbanisme. L'urbanisation de notre territoire, le changement climatique, c'est aussi un phénomène migratoire. Je pense qu'on a des territoires qui sont attractifs. On a un territoire qui présente une climatologie qui est plus accueillante que d'autres territoires. Est-ce que demain, nous n'allons pas connaître un phénomène migratoire ? Et on le sent déjà. Les chiffres qui sont donnés aujourd'hui à l'horizon, je crois, 2050, c'est que 80% de la population mondiale sera à moins de 80 km des côtes, 75 km des côtes. Ce phénomène-là, il faut en tenir compte.
Comment va-t-on accueillir une population qui va de plus en plus être en bord de littoral ? Alors même qu'on est en plein changement climatique et qu'on n'a pas la surface, qu'on n'a pas les moyens, qu'on n'a pas le territoire en tant que tel pour accueillir l'ensemble. Vous avez parlé d'intégration, on a parlé de PPRL et de PLU. Bien, le changement climatique, en réalité, il n'est pas intégré dans nos PLU. Et même quand vous voyez le PPRL, avec toutes les contraintes qu'il a introduites dans le PLU, il n'a pas anticipé le changement climatique. Et c'est là où je fais un reproche à Xynthia quelque part. Alors je fais un reproche et en même temps ça a été un déclencheur, mais ça a été une fin en soi, Xynthia. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on s'est reposé une fois que le phénomène Xynthia, on s'est dit on a fait un projet d'endiguement. Alors ça a déclenché beaucoup de choses, mais ça n'a pas été peut-être au-delà dans le changement climatique. Et quand je vous dis ça en connaissance de cause. Tous les jours, nous avons des permis de construire pour des extensions d'habitation, pour des piscines, pour des parkings, pour imperméabiliser les sols. Bon, ça en fait partie. Aborder le changement climatique en se disant qu'il faut le prendre sous un aspect, non, je pense que ça touche toutes les disciplines, ça touche l'urbanisme, ça touche le droit, ça touche l'économie, ça touche effectivement toutes les disciplines scientifiques. Et je pense que si on aborde le changement climatique avec cette ouverture d'esprit, effectivement, il y a beaucoup de travail, mais en même temps, je pense que ce sera extrêmement porteur. Merci, monsieur le maire. C'est bien l'esprit, d'ailleurs, dans lequel ce colloque a eu lieu. Ouverture d'esprit, échange, connaissances différentes. J'ai entendu personne, moi... J'ai peut-être pas tout écouté, je sais pas, mais j'ai entendu personne dire que ce serait facile ou simple. Il faudra effectivement des connaissances très, très nombreuses et très différentes. Et beaucoup de tables rondes, en effet. Le président Renaudot et ensuite n'importe lequel des gens qui voudraient prendre la parole. Sans ça, vous serez à la fois, à moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter. Peut-être des réponses, oui, quand même. Vous serez à la fois celui qui a ouvert et celui qui terminera le tour de table. Non, je voudrais revenir sur... J'ai bien noté tout ce qui a été évoqué, tout ce qui a été dit sur ces plans, cette connaissance, cette analyse des hypothèses qui peuvent se présenter devant nous et des problèmes qu'on va rencontrer. Il y a quelques années, j'ai été élu municipal sur une de nos communes du territoire. Et on a eu l'occasion de rencontrer des représentants du département et une vice-présidente du département chargée entre autres de l'environnement nous avait dit de toute façon on ne lutte pas contre la mer. Donc tout ouvrage ou tout ce qui peut se passer qui a été esquinté par la mer, on ne s'en occupe plus. C'est le cas, ça a été le cas pour certains ouvrages effectivement dont on ne s'occupe plus, des falaises qui se sont effondrées, des endroits où on ne peut plus passer, on ne passe plus. Donc, est-ce que cette politique est toujours celle de la région, du département ? Est-ce que c'est la politique de Cap Atlantique ? Ça mérite d'être précisé. Ce que je note quand même, c'est qu'on a beaucoup parlé de tout ce qui était nécessaire encore d'étudier, notamment pour les marais. Xynthia, ça fait 12 ans. Ça va faire 12 ans dans quelques mois. Et on nous dit, il faut réétudier. Ça fait 12 ans. Je regarde autour de nous, les marais, nos marais, notre mur des marais, on s'inquiète toujours un petit peu. C'est quand même, on l'a dit, on l'a redit, c'est l'image de notre territoire. On a dit que on est connu dans le monde par les marais salants de Guérande, ou le sel, tout au moins de Guérande. Donc c'est un élément indispensable à notre territoire. Je regarde un petit peu là, parce que ça sort un peu en ce moment, les Charentes, la Vendée, 200 millions pour l'endiguement, pour se protéger. 200 millions qui ont été mis en place. On inaugure les digues actuellement, suite à Xynthia. Où est-ce qu'on en est ? Comment est-ce qu'on prévoit un petit peu tous ces besoins urgents qui deviennent urgents ? On dit que Xynthia, ça peut être demain maintenant. Ça fait 10 ans, mais ça va revenir plus fréquemment. Donc, comment est-ce qu'on peut se prémunir ? C'est très bien tout ce qu'on fait, toute la prévention qu'il faut avoir, oui, toute la connaissance du terrain, oui, c'est important. Mais je suis inquiet, moi, pour notre territoire, que Livry, on a une station d'épuration qui est en plein milieu des marais. Livry, en plein milieu des marais, station d'épuration. En bas du coteau de Guérande, c'est là qu'il fallait la mettre, certainement, oui. Mais est-ce que on n'a pas un danger avec une submersion dans ce caractère-là, dans ce coin-là ? Merci, Président. Voilà. Quelques questions, quelques précisions. Vous regardiez Cap Atlantique, mais je souhaite que ce soit la DREAL qui réponde à cela.
Non, mais même à bien d'autres choses. Alors ça, je ne sais pas. Je sais pas ce que vous L'Adréal, Benoît Skiban. Oui, donc du coup, effectivement, l'argent que vous évoquez, enfin les montants associés au DIC, c'est des 200 à 300 millions d'euros là, sur la Charente-Maritime. Donc il s'agit vraiment de papis. Il s'agit de programmes qui sont associés à des papis qui sont à l'échelle de tout un département. De l'endiguement, voilà, c'est de l'endiguement qui est à l'échelle de tout un département, qu'on peut absolument pas comparer à ce qu'on fait sur un territoire qui est presque, en grande partie en zone très basse, en polder, c'est-à-dire qui est sur la mer, donc c'est-à-dire qu'on peut pas comparer complètement ça avec un territoire qui est partiellement rocheux, avec des qui pas forcément le mur des marais aujourd'hui, c'est quoi, 100 000 euros par an. Le mur, on peut pas ça, 100 000 euros par an pour les marais salants. Et il s'agit de digues existantes. Je précise, en Charente-Maritime, il ne s'agit pas de digues nouvelles qui font l'objet des travaux. On parle de l'île de Ré qui est ceinturée de digues, etc. Ici, 100 000 euros. Non, ici vous dites 100 000 euros. Là, aujourd'hui, à l'issue de Xintia. Pour les marais salants, pour le mur des marais. À l'issue de Xintia, dans le cadre du PAPI, ce qui a été fait aujourd'hui, c'est qu'en 2014, un PAPI a été déposé. Donc là, aujourd'hui, il arrive à son terme. Il a été réalisé donc à plus de 80%. Donc c'est un excellent taux par rapport à ce qu'on les autres PAPI qui ont les mêmes caractéristiques sont plutôt autour de 40%. C'est pour vous donner une idée. Pour un montant de 12,7 millions d'euros. Donc ça, c'est ce qui a été fait. Là depuis Xintia, et donc là les réflexions qui sont en cours, elles ont pour objet de se relancer sur un nouveau plan, parce qu'on considère que tout ce qui a été planifié a été quasiment réalisé, et donc doit être maintenant rediscuté, retravaillé pour amplifier les efforts et donc aller de l'avant. Oui, c'était tout l'étier du Pouliguen. Voilà, tout à fait, oui. Cap Atlantique voulait rebondir sur l'Adréal. Je ne sais pas si on peut rebondir sur l'Adréal. Mais... Je ne sais pas si on peut rebondir sur l'Adréal en tant que tel. Mais vous voyez, vous soulevez quelque chose. Vous avez dit, mais ça fait 12 ans que Xintia. C'est ce que je disais précédemment. C'est que Xintia était une bonne chose et Xintia a aussi constitué un frein. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à un moment, on s'est arrêté sur les deux premiers PPRL et le premier PAPI. Et au contraire, je crois qu'il faut reprendre le flambeau d'autant plus fort parce qu'effectivement, il faut pouvoir réagir. Alors, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, il me semble avoir entendu dans les réflexions qui ont été faites sur l'étier du Pouliguen. L'étier du Pouliguen était vite. Mais l'étier du Pouliguen avait cet avantage, c'est qu'ils sont concentrés en réalité peu d'acteurs et faisait relativement vite l'unanimité. Et il y avait 3 communes qui étaient concernées, La Baule, le Pouliguen et Guérande. Et c'est justement, tout à l'heure, je vous ai évoqué le jeu des acteurs, la complexité du jeu des acteurs et l'interconnexion qu'il faut mettre au milieu des acteurs pour simplifier le processus de décision. Eh bien, l'étier du Pouliguen était un exemple de simplification du processus de décision. Et c'est cet obstacle supplémentaire qu'il nous faut aussi franchir au-delà de la prise de conscience de la nécessité d'agir vite. La dernière question sera... Moi, je voudrais conclure. Tu veux répondre? Ouais. Alors, vas-y, Président. Après, moi, je poserai une question. Alors, vas-y. Non. Tu veux conclure tout? C'est ça? Oui. Oui, alors. Alors, ma dernière question à moi... au Paludier, l'année a été comment? C'est de la curiosité, mais comme les journalistes sont là, et je les en remercie d'ailleurs, la presse est là, et que j'ai aucune idée, très franchement, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Comment a été l'année? Vous avez pu constater, malheureusement, l'eau ne vient pas que de la mer, elle vient aussi du ciel, donc voilà, c'était une année un peu humide, mais au final, on va faire quelque chose comme une saison moyenne, donc tout va bien. Alors, la conclusion, la fin le président va remercier tout le monde. Moi, je remercie également les élus qui sont passés ici. Je crois qu'il reste le maire de La Baule ici. Tous les intervenants, surtout les 4 intervenants, les 2 de ce matin et les 2 de cet après-midi, très différents, mais très, très intéressants. Alors, je remercie évidemment le public et les organisateurs, et je leur laisse le dernier mot. Merci Jean-Yves. Oui, pour conclure, je voudrais dire que quand on a démarré l'idée du colloque avec Catherine et Gilles, on n'était pas très fiers parce qu'en fait, on ne savait pas où on allait, on ne savait pas
si il y aurait le succès au bout. Et aujourd'hui, on est pleinement rassuré. Non seulement il y a eu une participation, une assistance fournie et qui montrait un intérêt majeur pour ces sujets, et en plus, on a eu une qualité d'intervention des présentateurs et des participants à la table ronde qui nous rassure pleinement, d'abord sur l'intérêt qu'il y avait à faire ce colloque et qu'il arrivait au bon moment, sur le fait qu'il y avait peut-être un retard à rattraper, comme ça a été évoqué, et sur le fait que après ce colloque, ce sera plus comme avant et que les choses vont avancer avec la participation de tous les acteurs. Et nous, associations organisatrices, on est disponibles pour aider à ce que les choses avancent et à y participer. Voilà, merci à tout le monde et à bientôt. Pourquoi pas pour une nouvelle édition l'année prochaine ou dans 2 ans.